Alors, il me revient d'introduire cet observatoire. Alors, nous sommes très nombreux aujourd'hui pour cet observatoire qui est consacré à la diversité commerciale et artisanale dans les centres-villes, qui est un enjeu majeur de leur attractivité. 6 intervenants vont donc co-animer cette visioconférence et je tiens à les remercier pour leur participation et leur témoignage. 4 pays européens sont représentés, l'Allemagne, la Croatie, la Belgique et la Hongrie. Et 2 spécialistes dans le domaine du commerce interviendront à leur tour. Alors, juste en quelques mots, hein, pourquoi un observatoire européen? Centre-Ville en Mouvement, vous le savez, est une association qui travaille depuis plus de 20 ans sur les centres-villes, leur fonctionnement, leur développement et leur attractivité. Il existe un observatoire français qui permet d'échanger des expériences, des bonnes pratiques, des décisions réglementaires et qui observe les évolutions des centres-villes français jusqu'alors. Il nous est donc apparu intéressant d'engager cette démarche à l'échelle européenne, ce que nous avons lancé donc dernièrement. Nous avons lancé cet observatoire européen le 8 février dernier à Strasbourg, sous le patronage de la députée européenne Fabienne Keller. 200 élus étaient présents et plus de 10 pays étaient représentés. Nous souhaitons donc, dans ce cadre, fédérer les élus, les chercheurs, les acteurs économiques, les associations et à l'échelle européenne. Cet observatoire va se décliner en 6 thèmes: la gestion de centre-ville, la logistique et la livraison du dernier kilomètre, la diversité commerciale et artisanale, la culture et l'animation, l'aménagement et la mobilité durable, et l'habitat et la vie urbaine. Le bilan de nos travaux sera présenté lors de la 3e assise européenne du centre-ville en novembre 2025. Nous souhaitons, à travers cette démarche, réaffirmer que la construction européenne n'est pas seulement une affaire d'État, mais concerne tous les pouvoirs publics et en particulier l'ensemble des collectivités qui travaillent dans ce domaine. Alors, je vais lancer, Pierre, peut-être la première intervention, hein, qui sera celle de Renaud Sort-Lareguin, qui est un spécialiste commerce en France, membre d'une société d'aménagement à la métropole Aix-Marseille-Provence. Et membre de notre conseil d'administration. Tout à fait. Renaud, est-ce que tu es là? Renaud. Oh, notre Où cher est-il? Renaud. Alors, je sais qu'il est en France, mais un petit peu isolé. Donc, du côté des Cévennes. Alors, est-ce qu'il a pu se connecter? Bon, Renaud n'est pas connecté pour l'instant. Donc, nous allons débuter par un autre spécialiste, si tu es prêt. Je l'ai vu. Alors, David Lestou. Je suis là, mon cher Pierre, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, peut-être que David peut commencer en attendant notre cher Renaud. Avec grand plaisir, je vais prendre la relève au pied levé. Petite demande que je relayais, je crois que Birgit l'a relayée aussi, c'est de pouvoir ouvrir le partage de documents, parce que je ne peux pas partager ma présentation. D'accord. Donc, Et c'est Baptiste qui gère, donc c'est bon. d'accord, ça y est, voilà, merci, il a ouvert. Donc, je vais prendre juste quelques instants pour partager mon document et je vais pouvoir commencer avec grand plaisir. Hop. Et vous allez me dire si le document, On le voit. vous le voyez. Voilà, et même en plein écran, là, est-ce que c'est bon pour vous? Pas encore, mais ça va arriver. Ça y est, je pense que c'est bon là. Ah, y est. Très bien. Parfait, très bien. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, pour me présenter en
deux mots. Donc moi, je suis David Lestou, je suis sociologue et urbaniste et je dirige l'agence Lestou et Associés, qu'on appelle aussi l'agence LA. Notre job au quotidien, nous, c'est d'accompagner les territoires pour s'adapter, pour adapter les centres-villes aux enjeux des modes de vie et des modes de consommation de demain. Et la présentation que je vous propose de faire en ce début d'après-midi, c'est justement de se dire qu'on vit aujourd'hui une période de transformation extrêmement forte des modes de vie, des modes de consommation. La dernière transformation aussi forte que nous avons vécue, je pense qu'elle date des années 70, entre 68 et 70, où en Europe, on a eu une nouvelle sociologie des habitants qui est apparue, des nouveaux modes de consommation avec des formats nouveaux de commerce. C'est à ce moment-là aussi qu'est apparue une crise de l'énergie, c'est à ce moment-là qu'est apparu des nouvelles manières de se déplacer. Et je dirais qu'en Europe, depuis 2019, on vit les mêmes changements. Changements sociologiques, changements de mode de consommation avec l'arrivée du digital, nouvelles aspirations des consommateurs qui sont surtout nés des changements post-crise. Et pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est de travailler l'attractivité de nos centres-villes, c'est de travailler la diversité commerciale, qui est la thématique de cet atelier, mais sans penser comme hier, en se projetant sur justement les enjeux de demain. Et ce que je vous propose en ce petit quart d'heure de début d'après-midi, c'est de partager eh bien, les grands changements. Pour nous, les centres-villes vont être confrontés à quelques grandes transformations que je symboliserai autour de 6 grandes familles de transformations. On va avoir une transformation sociologique qui va s'accentuer, c'est-à-dire que le modèle sociétal que nous avons depuis une quarantaine d'années en Europe est en train progressivement de changer avec l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes qui vont devenir les consommateurs d'aujourd'hui et les consommateurs de demain, avec, on va le voir aussi, une senior économie qui se développe, avec des nouvelles aspirations. On va en faire un état assez rapide tout à l'heure. On a une transformation digitale. Et c'est en cela qu'il ne faut pas qu'on imagine le centre-ville d'hier en regardant dans le rétroviseur, mais il va falloir que on imagine le centre-ville de demain avec cette composante digitale. Ça peut être une concurrence, le digital, à nos centres-villes, mais ça peut être aussi un formidable accélérateur de fréquentation. Il va falloir qu'on fasse aussi avec une transformation écologique. Est-ce qu'elle est subie? Est-ce qu'elle est choisie? Chacun aura ses lectures des choses, mais on a un enjeu majeur, en particulier face au réchauffement climatique, on va y venir. Une transformation commerciale? Oui, je pense que demain, en Europe, nous aurons moins de commerce qu'aujourd'hui. Parce qu'avec la prise de poids du digital dans la consommation, mais ce commerce, il sera peut-être en moins grand nombre, avec moins de surface, mais certainement avec un commerce aussi qui devrait être plus différenciant, plus multicanal, et on en reparlera tout à l'heure. Une transformation servicielle. On s'interrogera d'ailleurs si euh, le changement de modèle que l'on a aujourd'hui, est-ce que c'est pas le début de la fin du libre service? C'est-à-dire peut-être que ça sera demain moins le consommateur qui viendra vers le point de vente, mais plus le point de vente et les produits, plus exactement, qui viendront vers le consommateur. Donc avec toute la question de la logistique qui sera posée derrière. Et puis une transformation urbaine, une manière de fabriquer la ville qui sera automatiquement différente. Et donc c'est ça qu'il va falloir que l'on travaille. Il va falloir que l'on travaille non pas des plans de développement de centre-ville, non pas des plans de revitalisation de centre-ville, mais il va falloir qu'on travaille des plans de transformation des centres-villes pour adapter les centres-villes aux usages de demain. Alors si on prend le temps rapidement de balayer ces grandes transformations. La transformation sociologique. Puis j'ai essayé à chaque fois de prendre une photo pour l'illustrer. La transformation sociologique, rapidement, j'ai noté, moi, 6 marqueurs dans cette transformation sociologique. Ça sera quoi la ville, le centre-ville, adapté à la génération Z? Vous savez, cette génération Z, on l'appelle génération Z, on appelle génération Z, pardonnez-moi, toutes celles et ceux qui sont nés après 1996, qui n'ont pas connu le monde sans le digital, qui ont un autre rapport aux mobilités. C'est une génération qui conduit moins, qui a moins la voiture personnelle, qui a moins le permis de conduire que les générations précédentes. Et puis une génération qui a eu des cours de développement durable depuis la maternelle. Ça change. Mais cette génération-là, ça ne sera pas la génération obligatoirement des malls commerciaux de périphérie. C'est une génération qui est très attentive au centre-ville,
à partir du moment où on travaille la question de la convivialité. La transformation sociologique, c'est aussi adapter le centre-ville à la senior économie. Je rappelle quand même qu'en Europe, en 2030, on aura 35% de la population qui aura plus de 60 ans et la moitié plus de 80 ans, la moitié de ces 35%. Ça veut dire quoi en termes de mobilité dans les centres-villes? Ça veut dire quoi en termes de produits? Il faut qu'on adapte le centre-ville aussi aux gens qui vivent seuls. 40% de la population européenne vit seule aujourd'hui. Alors, il y a une petite différence. En Espagne ou en Italie, ce chiffre est moins élevé. Mais plus on va vers le nord de l'Europe, plus ce chiffre est élevé. Ça nous dit beaucoup de ce centre-ville qui devra être un lieu de convivialité. Plus on vit seul dans un monde digital, plus on aura besoin de marqueurs de convivialité. Mais ça veut dire aussi que si on vit seul, on n'aura pas les mêmes volumes d'achat. Hier, j'intervenais pour l'Union de la bijouterie horlogerie, qui regroupe tous les bijoutiers en France. Et je leur disais, peut-être qu'avec une population qui vit seule, demain, on n'achètera plus de cadeaux pour quelqu'un d'autre, mais on achètera un cadeau pour soi. Et c'est une autre manière de faire fonctionner le commerce. Et puis, je vous ai mis aussi deux autres sujets. La place de l'enfant dans les centres-villes, je crois qu'on ne la travaille pas assez. Et puis, je crois qu'il y a d'autres sujets qu'on ne travaille pas assez. C'est la place de la femme dans les centres-villes. J'ai mené quelques études dernièrement sur ce sujet-là, et je crois, sans me tromper, que l'urbanisme de nos centres-villes est résolument masculin. Comment on fait un urbanisme féminin? Je vous ai mis ici une image tirée des expérimentations sur la ville de Vienne, en Autriche, qui travaille sur la question de la femme, de la place de la femme sur l'espace public et la place des femmes sur l'espace public. Et ça donne un autre urbanisme, moins lié à la praticité, mais avec quelque chose de plus doux, de plus intuitif, etc. Et je crois que c'est une vraie transformation qu'il va falloir qu'on intègre aussi. Et c'est ça qui nous permettra de travailler le centre-ville de demain. La transformation ou les transformations, c'est aussi la transformation digitale. Comment on fait un centre-ville multicanal? Ici, c'est une image issue de l'aménagement du centre-ville de Cannes, par exemple, où effectivement, on a des lieux comme ça un peu hybrides où on peut recharger son téléphone portable, se connecter à la Wi-Fi qui est générée par des capteurs, où on peut avoir un écran pour se géolocaliser dans le centre-ville, éditer ses parcours marchands. Oui, le centre-ville de demain devra intégrer cette digitalisation. La digitalisation n'est pas une menace, hein, la digitalisation est aussi un accélérateur de fréquentation. La transformation digitale du centre-ville, c'est aussi de se dire, mais tiens, comment on parle de mon centre-ville sur les réseaux sociaux? J'étais la semaine dernière sur une ville où on a fait l'étude de l'empreinte digitale du centre-ville. Essayez de le faire, tapez centre-ville de la ville où vous êtes, sur Insta, sur Pinterest, sur TikTok. C'est assez intéressant de voir quelle empreinte digitale on peut avoir, parce que je crois que l'empreinte digitale sur les réseaux sociaux sera la porte d'entrée du centre-ville de demain. Je pense, oui, que les centres-villes devront embaucher des community managers. Ça sera ça le sujet aussi de l'attractivité de demain. Donc une transformation digitale qui aussi commence tout simplement par, comme je vous le disais, par la possibilité d'avoir la Wi-Fi dans le centre-ville, mais qui va jusqu'à cette notion-là. Et n'oublions pas une chose, si on veut avoir un centre-ville qui construit son image digitale, il faudra certainement que notre centre-ville soit aussi Instagrammable, c'est-à-dire que les clients, les citoyens le valorisent sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui construira son image, et c'est ce qui fera que derrière, on aura aussi un commerce qui sera attractif. La transformation écologique, je vous ai mis ici une image. Alors, c'est l'image du projet, mais le projet est réalisé. On est à La Roche-sur-Yon, en France, une ville de 50-60 000 habitants. L'image que vous voyez avant, c'était un parking. En 2016, c'était encore un parking. Depuis, c'est devenu un lieu complètement hybride, avec des espaces verts, avec des espaces en eau, des espaces en plus dans lesquels il y a des fonctions très très ludiques. Et la transformation écologique nous obligera demain à transformer nos espaces publics pour qu'on puisse proposer à nos citoyens ce que j'appellerais, moi, une ville basse température. Une ville qu'on a plaisir à fréquenter lorsque même il fait chaud. Sur l'Europe, si je prends l'Europe, allez, sur la moitié nord de l'Europe, on aura, oui, dans 10 ans, quelque chose comme 50 jours à 60 jours de très forte chaleur, c'est-à-dire des chaleurs supérieures à 35 degrés.
Si on ne travaille pas sur ce centre-ville écologique, ce centre-ville basse température, on ne générera pas de fréquentation et on n'aura pas un centre-ville vivable. Et sur le sud de l'Europe, pour travailler sur Montpellier, on est déjà à ces 50-60 jours et à 2030-35, on sera à quelque chose comme 100-120 jours de très forte chaleur. N'oublions pas une chose, hein, c'est que le climat va remonter de 800 km. Donc oui, il va falloir qu'on imagine un centre-ville basse température, un centre-ville inscrit dans les transitions. Je pense par exemple que dans le commerce de centre-ville, on n'a pas du tout et pas suffisamment intégré la question d'un commerce en transition, d'un commerce plus responsable. Les halles, les marchés en participent, l'artisanat de fabrication, de réparation y participe. D'avoir un commerce beaucoup plus sélectif dans les produits proposés est aussi un enjeu important de remettre l'éco-consommation dans une ville plus écologique et un centre-ville basse température. Ça sera une nécessité et un enjeu important pour se différencier pour demain. On a un enjeu d'accompagnement des commerçants et des villes, bien évidemment, mais aussi des commerçants sur ce sujet. Et puis, derrière la transformation sociologique et la transformation écologique, on a une transformation commerciale. Si on regarde bien les choses, en Europe, il y a une centaine d'enseignes de prêt-à-porter moyenne gamme qui ont fermé en un an. On voit bien que le moyenne gamme est en train de disparaître et que demain, il n'y aura plus que deux positionnements en termes de commerce, le low cost et les offres premium. Ça va se segmenter autour de ça. Donc ça veut dire qu'on va rentrer en transformation commerciale dans une période extrêmement chahutée, où on va encore avoir des fermetures d'enseignes moyenne gamme, mais en même temps, et ça je crois que c'est très très encourageant, je n'ai jamais vu sur les centres-villes autant de création de concepts marchands novateurs, de concept stores, qu'il va falloir accompagner parce que ces concept stores n'ont pas la capacité à payer les niveaux de loyer qui sont payés par les enseignes qui vont fermer. Et donc c'est tout un enjeu aussi de repenser l'immobilier commercial de nos centres-villes pour s'adapter à cette transformation commerciale. Et puis, disons-le, le centre-ville de demain, eh bien, on aura plus qu'aujourd'hui de lieux de convivialité. On est vraiment sur un concept de food society. Ça sera ça qui permettra au centre-ville de garder sa fréquentation. Parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas digitalisable, c'est la convivialité. Ici, je vous ai mis une photo de Rotterdam, où je vais souvent avec mon équipe. Ici, on est dans le Market Hall de Rotterdam, c'est-à-dire ces halles qui sont très atypiques, hein, puisque vous le voyez, la voûte des halles, c'est de l'habitat. Et à l'intérieur, on a des halles, mais des halles nouvelle génération, où on peut venir faire ses achats. Il y a d'ailleurs un supermarché en sous-sol. Et puis, on a surtout de la convivialité. La convivialité sera la valeur marquante, différenciante de nos centres-villes. On a là quelque chose à faire pour accompagner encore plus le développement de la restauration, qui sera une restauration de moins en moins à table, mais de plus en plus de street food, comme on peut retrouver il n'y a pas très longtemps à Londres, on a exactement ce fonctionnement-là. Donc oui, on va avoir une transformation. Oui, tout change, mais ce n'est pas forcément grave. On aura des concepts qui vont disparaître et on aura d'autres concepts qui vont émerger, plus conviviaux, plus tournés vers les nouveaux modes de consommation et des commerces qui doivent et qui vont devoir chercher des éléments de différenciation beaucoup plus importants. Et puis, quand je parle de la convivialité, je vous parlais du développement de la street food. Il faut bien se dire qu'on mangera de moins en moins à table, on mangera de plus en plus à emporter. Et puis ça, c'est une transformation que je vous ai indiquée ici. Il faudra aussi qu'on fasse un centre-ville pique-niquable, c'est-à-dire un centre-ville où on peut se poser, profiter de ce qu'on a acheté sur tel ou tel stand dans des halles ou dans des restaurants ayant un point de vue sur la rue. Ça va être ça la transformation de l'espace public qu'il va falloir qu'on organise. Mais c'est une transformation qui sera porteuse de beaucoup plus de convivialité que celle qu'on a pu connaître. C'est ça qui nous permettra aussi de construire un centre-ville affectif. Derrière la transformation commerciale, derrière la transformation écologique et la transformation sociologique, on a une transformation servicielle. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'on ait une capacité à développer the hospitality de centre-ville. C'est-à-dire toute cette notion-là de prise en charge, de cocooning, d'adaptation aux nouveaux usages, d'adaptation des horaires d'ouverture.
Les horaires d'ouverture des commerces de centre-ville ne correspondent pas du tout au mode de vie des actifs. Il va falloir qu'on intègre aussi un commerce qui est capable de livrer à domicile ou de livrer en entreprise. Il va falloir que on travaille, et je vous l'ai mis ici, j'ai pris une image de Charleroi. Je suis beaucoup ce qui se passe en Belgique pour y intervenir régulièrement. À Charleroi, on a des stewards de centre-ville comme à Mons ou comme à Namur, par exemple. Je crois que tout à l'heure, nous avons une intervenante belge qui pourra nous en parler. Mais le centre-ville de demain, il va falloir qu'on lui rajoute cette dimension humaine. On a trop travaillé, je pense, les centres-villes sous l'axe de la praticité, le stationnement, la circulation. Il va falloir qu'on remette l'humain au cœur de la réflexion et qu'on remette les temps de vie de l'humain au cœur de la réflexion. Et puis qu'on imagine aussi toute une palette de nouveaux services pour que on facilite la vie en centre-ville et qu'on puisse faire du centre-ville vraiment un lieu de destination agréable, un lieu de destination où on a vraiment du temps choisi et du temps pour soi. Et puis, ces stewards de centre-ville, aussi dans cette dimension servicielle, pour l'avoir expérimenté pour quelques villes, ça rassure. Et pour les centres-villes qui sont confrontés à des problématiques de sécurité, la sécurité ne se gère pas toujours en mettant davantage de forces de police dans le centre-ville, mais ça peut être aussi en ayant une présence humaine un peu plus forte. Donc cette transformation servicielle, c'est une autre dimension qu'il va falloir intégrer. Elle se partage entre les commerçants et la collectivité. C'est là que le rôle des offices du commerce ou des agences de développement du commerce ou du centre-ville sont extrêmement importants. Et puis derrière la transformation servicielle, intégrons pour terminer les transformations urbaines. Les transformations urbaines, elles sont de différents ordres. La transformation urbaine du centre-ville, c'est de se dire que le centre-ville de demain, d'un point de vue commercial, il ne fonctionnera que si on a un centre-ville qui est capable de s'adapter en termes d'habitat. L'habitat adapté à la génération Z, à la senior economy, ce n'est pas l'habitat d'hier. Et aujourd'hui, beaucoup de nos centres-villes souffrent parce qu'ils ne sont pas suffisamment habités ou parce que l'habitat novateur n'est pas dans le centre-ville, mais plutôt à l'extérieur. Donc ça va être un enjeu important. Des nouveaux lieux tertiaires. La génération Z, c'est pas une génération qui ira travailler sur les zones d'activité qui sont en périphérie. C'est une génération qui préférera travailler en centre-ville. Mais comment on fait des lieux tertiaires? Comment on fait des lieux économiques dans les centres-villes, quelle que soit leur taille? On sait le faire dans les métropoles, on sait moins le faire dans les villes moyennes, et un enjeu important. Et puis, la transformation urbaine du centre-ville, c'est aussi se dire, arrêtons de faire glisser les fonctions vers l'extérieur du centre-ville, et en particulier la question du médical. Je pense qu'un centre-ville sera fort demain si on a des nouvelles offres d'habitat, des nouvelles offres de mobilité, des nouvelles offres tertiaires, mais il faut aussi qu'on ait une offre en médical. Je pense que on se déplacera beaucoup moins demain en Europe pour faire ses achats, parce qu'on peut tout avoir sur son téléphone portable, mais je pense que s'il y a quelque chose pour lequel on continuera à se déplacer, c'est la question du médical. Et si le médical est dans le centre-ville, on générera des flux. Et si les flux sont présents, on aura une attractivité de centre-ville qui rayonnera sur le commerce, etc. Et puis les transformations urbaines, c'est d'intégrer effectivement, je vous le disais, les nouvelles mobilités. C'est pas que le piéton, ou c'est pas que le transport en commun, c'est le piéton, le transport en commun, les trottinettes, toutes les nouvelles formes de mobilités autonomes qui vont arriver. Et là, on a une décennie devant nous de nouvelles mobilités. Et quand je parle de mobilité, et c'est le sujet de ma photo, n'oublions pas que dans les centres-villes, on a un hub de mobilité qui sera essentiel demain à l'échelle d'une organisation territoriale qui devra être moins carbonée, c'est le rôle des gares. Le plan Action Cœur de Ville 2 en France intègre les gares, mais les gares sont des portes d'entrée de centre-ville qui ont été trop souvent oubliées. Et quand on voit, j'étais la semaine dernière dans une commune en France, pas très loin de Nantes, dans l'ouest de la France, une commune de 7500 habitants connectés à 20 minutes en train express régional. Cette gare, c'est 1,8 million de passagers par an. C'est colossal en termes de flux. Les services, il n'y en a pas. Le commerce, il n'y a aucun commerce de présent à cet endroit-là. Et donc, comment on fait muter les centres-villes vers les gares et comment on intègre mieux les gares plus exactement dans les centres-villes? C'est un vrai sujet d'évolution. Donc, voilà nos enjeux pour demain. Ces 6 transformations. Ces 6 transformations qui doivent nous permettre
eh bien, d'anticiper le monde de demain. Ces 6 transformations qui devront nous permettre de se projeter sur un nouveau modèle de société. Et je crois que pour ça, chaque ville, le sujet de demain, ça sera aussi être capable de se dire, face à ces 6 transformations, j'en suis où? Et c'est comme ça que moi, au quotidien, j'accompagne aussi les villes, c'est-à-dire on fait un état du positionnement de chaque centre-ville par rapport aux grandes transformations. Où j'en suis par rapport à la transformation digitale? Est-ce que j'ai 5 points ou un seul point? Où j'en suis par rapport à la transformation écologique? Où j'en suis par rapport à la transformation sociologique, etc. Je crois que l'enjeu de demain, ça va être de se projeter, ça ne va pas être d'analyser ce qui s'est passé, mais de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les fondamentaux pour saisir les transformations qui vont arriver et la décennie qui s'ouvre là, dans laquelle déjà nous sommes engagés depuis quelques années, cette décennie-là sera une période charnière. Il ne faudra pas qu'on loupe ces transformations pour les centres-villes, parce que si on les loupe, si on passe à côté, eh bien, on risquera de voir émerger des centres-villes bis sur les zones de périphérie d'hier qui ont su se réinventer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous faire passer, l'enjeu des transformations. Et en vous remerciant encore et en te remerciant encore, mon cher Pierre, pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole cet après-midi. Merci beaucoup, c'était passionnant pour cette ouverture du premier observatoire européen du centre-ville. Monsieur le maire d'Arpajon, vous avez la Oui, alors, parole. merci à David de nous ouvrir les yeux sur ces besoins de transformation et notre préparation à ce qui se passera, à ce qui se passe déjà aujourd'hui et à ce qui se passera dans les mois et années à venir. Je pense que chaque participant pourra prendre des exemples et se positionner par rapport à cette description. Merci David pour cette présentation. On va Merci laisser la beaucoup. parole à Renaud. Je crois il est arrivé, oui. Et donc, on va lui laisser la parole. Il va intervenir sur le commerce aussi. Où est-il? Je Et suis là, là. Renaud. Le voilà. Alors, Bonjour oui, on Renaud. va lui laisser la parole, mais peut-être un peu moins longtemps. Et c'est encore une présentation en français et après, ça sera en anglais. Voilà. Oui, je ne propose pas de le faire en anglais parce que, remarquez, ça serait sans doute plus rapide. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, eh bien, merci, merci Pierre, et puis merci aussi de l'intervention précédente de Monsieur Lestou. Je vais essayer de peut-être ne pas redire certaines choses que j'ai prévu de dire qu'il a évoquées, et donc d'être plus synthétique. Donc, en matière de peut-être se focaliser non pas sur le demain vraiment du futur, mais le demain de cet après-midi, c'est-à-dire les tendances à très court terme, dans un contexte économique très particulier. Donc, je vais juste rappeler, on sort d'une période d'inflation historique. Donc maintenant, ça commence à se stabiliser. Donc, on parle d'une inflation plutôt à 2,5%, mais on sort d'une inflation l'année dernière à, je crois, 4,5%. Donc, ceci pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi j'en parle? C'est parce que ça a énormément affecté le pouvoir d'achat des ménages, comme chacun le sait, avec des factures notamment énergétiques qui ont beaucoup progressé, et donc le comportement de nos consommateurs qui a évidemment changé. Donc, il faut y voir aussi des choses extrêmement basiques dans le comportement. On peut y voir des choses plus complexes, il y a sans doute des sujets plus profonds, mais déjà à la base, on a une crise du pouvoir d'achat qui a fait qu'il y a eu des arbitrages importants dans les dépenses des consommateurs et dont le secteur du prêt-à-porter notamment a fait les frais, hein, puisque les dépenses essentielles ont été arbitrées entre d'un côté un budget des ménages qui augmente par les dépenses préengagées que sont notamment celles des loyers avec les indices qui augmentent tout seuls, puisqu'ils sont l'augmentation est proportionnelle à l'inflation. Les crédits qui augmentent pour ceux qui ont accédé à la propriété en 2022-2023, les taux de crédit avaient également augmenté, donc forcément des niveaux de remboursement plus élevés et donc un reste à vivre qui était réduit. Donc les enseignes, beaucoup d'enseignes ont fermé dans le domaine du prêt-à-porter. Ça a affecté non seulement les grandes surfaces, les centres commerciaux de périphérie, mais également
les centres-villes, puisqu'il y a beaucoup de ces réseaux de magasins qui sont de petite taille, enfin avec des petits magasins qu'on trouve fréquemment, historiquement, dans nos centres-villes. Donc on a une vacance qui a augmenté et pas mal donc de cellules vides aujourd'hui. Donc c'est évidemment quelque chose de plutôt inquiétant. Mais il faut y voir quand même une réaction à cette crise du pouvoir d'achat qui semble, d'après les premiers pronostics de l'INSEE, plutôt s'estomper sur les mois à venir. Et puis, on peut avoir bon espoir que l'économie se ravive petit à petit, puisque le moral des patrons est plutôt bon. Donc, les derniers indicateurs macro sont plutôt en faveur d'un retour de la croissance, évidemment modérée, mais en tout cas, pas aussi inquiétante que celle qu'on a pu imaginer l'année dernière. Voilà. Donc, que faut-il retenir après en termes de commerce quand on est commerçant à très court terme? C'est que évidemment, premièrement, le comportement ayant changé des consommateurs, il faut être très vigilant sur les prix. Donc, on le dit jamais assez, mais ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, ce sont les discounters. Monsieur Lessou a parlé des formats low cost, mais à l'heure actuelle, que ce soit en alimentaire ou non alimentaire, ceux qui s'en sortent le mieux, bon, Leclerc, Intermarché, U pour les supermarchés, donc alimentaires, et puis Lidl de l'autre côté. Donc, eux ont des belles croissances, ils continuent d'ouvrir des magasins. Alors que les enseignes type Casino, qui sont sur des positionnements prix beaucoup moins attractifs, tout en vendant à peu près la même chose, donc on fait les frais de ces arbitrages, on le sait. Donc, évidemment, la primeur est donnée aux critères prix et proximité comme toujours, mais là, cette fois, sans doute que le prix prend une part importante dans le process de décision d'achat de nos consommateurs. Voilà, on le voit aussi après au niveau des enseignes textiles non alimentaires, et puis on voit qu'il y a celles qui progressent, et bien c'est des enseignes type Centracor, tout ce qu'on appelle donc le discount non alimentaire, le bazar nonal, avec le magasin de l'enseigne normale, par exemple, Teddy, bon, j'en passe, il y en a beaucoup. Action qui marche très très fort. Donc en non alimentaire, on a aussi ce phénomène de discount prix qui fait rage en période de crise de pouvoir d'achat et d'inflation. C'est vraiment un grand classique. Voilà, donc quand on n'est pas dans ce créneau-là, il faut faire très attention. Quand on est un restaurateur, il faut faire attention à son plat du jour, à ses prix de vente et à ses valeurs faciales, aux 20-80, aux produits qu'on vend le plus. Il faut qu'ils soient très attractifs, quitte à faire du transfert de vente et à faire de la vente suggestive sur un dessert ou un café gourmand. Si les gens se lâchent un petit peu en fin de repas, ben c'est très bien. Il faut faire attention à ne pas être dissuasif avec un plat du jour à 28 € par exemple, ou une bière ou un café trop cher. Voilà, donc ça c'est très important. Et ça va sans doute un petit peu quand même continuer ces aspects-là dans les mois qui viennent, donc il faut l'avoir vraiment en tête. L'autre élément, tout ce qui est relation client, on voit aussi dans ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les franchisés, les indépendants, versus les succursalistes. On peut imaginer, parce que ça a toujours été comme ça qu'on les a considérés, que dans un magasin indépendant, à la tête, on a un patron, c'est son argent, c'est son fonds de commerce, son activité. Il est là, il est très présent et il est près de ses clients. Il fait vraiment un travail de proximité. Donc ça, c'est très important parce que cette notion de proximité qu'on met à peu près à toutes les sauces, moi je dirais qu'il y a une différence entre être à proximité, c'est la localisation, la ville du quart d'heure, être proche des gens en termes de géographique, et faire de la proximité. Et c'est pas du tout pareil. On peut très bien être à proximité et ne pas faire de la proximité. C'est exactement comme Facebook. On a plein d'amis Facebook, c'est pas forcément des amis. Donc là, c'est pareil. La notion de proximité, connaître le client, s'adapter, l'écouter, être agile, ça, c'est le propre des enseignes de type Leclerc, U ou Intermarché pour les grandes surfaces alimentaires, ou des indépendants en général, ou des franchises, puisque les patrons sont présents sur place. Ils accordent de l'importance aux clients, c'est leur avenir, c'est leur fonds de commerce. Donc ils font très attention aux détails, à la qualité de l'accueil, aux amplitudes horaires qui doivent être les bonnes, au service et à tout ça. Dans les succursales, on l'est forcément un petit peu moins, on a une approche plus salariée, donc peut-être plus détachée de ces enjeux de relation client. Donc la relation client, c'est le deuxième point de mon propos, très important pour fidéliser. Autre élément, ce qu'on appelle le downsizing, c'est de plus en plus les surfaces réduisent, donc on n'est pas dans l'avenir de demain ou d'après-demain, on est déjà dans ce qui se fait aujourd'hui, mais ce qui va sans doute se faire de plus en plus. C'est que les surfaces n'ont plus besoin d'être aussi grandes parce que
une partie du stock n'a pas besoin d'être là, donc on peut le faire en stock déporté dans un bâtiment qui coûtera beaucoup moins cher. On peut le mutualiser avec d'autres magasins et puis on peut livrer à domicile. Donc notamment tout ce qui est Ikea, par exemple, on les voit, ces magasins de meubles arriver en ville sur des petites surfaces, magasins boulangers, d'équipements de la maison, et de plus en plus, toutes ces surfaces qui avaient besoin de grandes surfaces pour pouvoir exposer, mais également avoir des réserves conséquentes compte tenu de l'encombrement des produits et du stockage, et bien du coup, ont plus besoin d'autant, puisque rares sont les clients qui viennent acheter un matelas et qui repartent avec sous le bras. Hein, quand on vient en smart ou quand on vient en vélo ou en bus, c'est compliqué. Pas même chose pour un canapé ou une cuisine, donc on se le fait livrer. Même chose pour un lave-linge, etc. Donc on voit ce downsizing sur les magasins de gros encombrants, hein, en particulier la déco, l'équipement de la maison. Mais on le voit aussi arriver sur d'autres sujets où l'encombrement n'était pas forcément quelque chose de contraignant au départ, encombrement des produits, mais tout simplement parce qu'on a moins besoin de surface de vente. On va plus travailler le point de vente comme un lieu d'expérience, un lieu de relation, un lieu de test produit, un lieu d'apprentissage, de découverte, un showroom, et moins un lieu logistique. Donc, les surfaces étant plus petites, vous avez même des magasins type Decathlon qui viennent en ville. Donc, je vous parlais de boulanger tout à l'heure, le petit électro, etc., qui viennent en ville. Donc, on a ces enseignes-là. On appelle ça le downsizing. Et autre raison, l'aspect financier, bien entendu, parce qu'au prix du mètre carré, comme ça a été évoqué tout à l'heure, hein, quand même, le loyer, le taux d'effort est extrêmement pénalisant pour le compte d'exploitation, puisque avant on avait des taux d'effort, c'est-à-dire la part du loyer sur le chiffre d'affaires qui était entre 4 et 8%, alors que maintenant on atteint des niveaux de plus 10%, plus de 15%, voire 20% dans certains cas. Donc tout ça étrangle la rentabilité dans un contexte où il y a déjà une augmentation des charges sociales, mais également énergétiques et autres. Donc pour les magasins, c'est plus possible cet effet de ciseau, les charges d'un côté qui augmentent, le chiffre d'affaires qui baisse, ça ne peut plus durer. Donc forcément, on réfléchit à réduire le nombre de mètres carrés parce qu'un mètre carré, eh bien, chaque mètre carré, c'est de l'argent. Il y a beaucoup de mètres carrés qui dorment. Donc, on va réduire les surfaces, on va faire plusieurs magasins dans un seul. Donc, il y a toute une réflexion autour de l'optimisation de la surface avec le merchandising en tête, mais également des flux de magasins plus petits qui vont aller plus proche du client en milieu urbain et qui vont moins réclamer l'usage de la voiture. Donc ça, c'est bien pour à la fois le bilan carbone et puis pour les centres-villes et la ville du quart d'heure. Après, ce troisième point sur downsizing, je m'étais noté à vous dire aussi le développement de la seconde vie des produits avec beaucoup de magasins. Je vois sur Aix-en-Provence, que je connais bien, notre bureau d'études AID a fait une étude en 2018 et récemment en 2023 un nouvel inventaire de la totalité des commerces du centre historique, qui fait à peu près 80 hectares, et environ 1900 commerces. Eh bien, il y a une explosion du nombre de magasins de vintage, en fait, type vintage, de produits déco, textiles et autres de seconde vie. Et c'est vraiment la tendance du Bon Coin, mais en version physique, et avec en plus la possibilité pour les consommateurs de se rémunérer, d'améliorer leur pouvoir d'achat en se débarrassant de produits qu'ils n'aimaient plus ou dont ils n'avaient plus besoin. Donc en fait, cette notion de troc, de vente de produits d'occasion, est vertueuse à la fois d'un point de vue environnemental pour la planète, mais également pour les consommateurs, parce qu'ils recréent du pouvoir d'achat, ils recréent une ligne de revenus supplémentaires pour consommer. Et puis en même temps, il est intéressant pour les centres-villes, puisqu'on arrive à avoir des petits magasins assez sympathiques en plus, puisqu'on n'est pas du tout dans des standards, dans des codes couleurs, dans des normes habituelles. On est plutôt à chaque fois dans des magasins très originaux. Je pense au Cafouche à Marseille. Alors lui, c'est pas forcément de la seconde vie, mais c'est d'une façon générale des magasins qui sont système D. Hein, donc, il y a de l'occasion, mais il y a aussi des magasins coopératifs, plus largement, donc des magasins dans lesquels on essaie de vivre un petit peu mieux avec notre époque au niveau environnemental et social. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est l'hybridation. On en parle déjà depuis quelques années. Alors, ça plaît beaucoup l'hybridation. C'est-à-dire, on va mélanger un café avec une librairie, on va mélanger un barbier avec un café ou un vendeur de vélo avec un restaurant. Et en fait, ça plaît parce qu'on est surpris, on rentre dans un endroit qu'on ne connaît pas, on découvre, et ça participe de l'expérience, de l'étonnement, de réenchantement de l'expérience physique en magasin, mais également c'est plusieurs raisons d'aller fréquenter l'endroit. Un magasin de vélo, on va y aller pour acheter son vélo et pour la révision. Alors que s'il fait en même temps café, eh bien, on va y retourner en se disant, bah, tiens, on va prendre un café avec d'autres gens qui partagent la même passion. Donc, du coup, l'hybridation, que ce soit
en mélangeant des choses alimentaires et des aspects sportifs, culturels ou autres, qu'importe, et quelque chose qui a vraiment le vent en poupe pour ces raisons-là. Ça crée plus de liens, ça mutualise aussi les activités. On peut avoir 2 opérateurs qui partagent le même local, le même loyer, donc ça amortit davantage les charges. Et puis ça relance l'attractivité du magasin en sortant le magasin des codes habituels et de la segmentation dans laquelle on l'a mis il y a quelques années. Donc là, on a des choses très originales qui fleurissent de plus en plus dans les villes et dans des surfaces parfois auxquelles on ne les attend pas, comme des anciennes friches, des anciens bâtiments. Le commerce devient un élément assez artistique, assez novateur et porté par des indépendants, mais également par de plus en plus de jeunes qui renoncent à faire une carrière dans le service, dans le marketing, la finance et autres, pour avoir leur, non pas commerce, mais leur concept avec, aux couleurs de leur passion, avec une programmation culturelle, des programmations, des types des tutoriels ou ça devient un peu des YouTube du monde physique, en fait, où on va découvrir beaucoup plus qu'un produit et un prix sur une étagère. Voilà, mais Merci j'en termine. Renaud. Merci. C'était parfait, non, c'était bien. Merci. Monsieur le maire. Oui, alors, merci Allez. d'avoir rappelé ces grands enjeux, hein, que ce soit le prix, que ce soit la relation client, que ce soit ce qui se passe en termes d'économie circulaire ou les offres multiples sur un même site. On voit ces transformations aussi s'opérer dans les villes aujourd'hui, et elles font l'identité aussi d'une ville. Merci Renaud pour ce témoignage. Alors, on va laisser la parole à Birgit. Alors, Birgit Moser, qui est Niffenger, n'est-ce pas, Birgit, et qui est donc maire adjointe de la ville de Freising, une ville proche de Munich, très proche, puisqu'elle est frontalière à Munich, et qui opère une transformation assez radicale de son centre-ville et qui va nous présenter donc ce qu'ils ont fait sur cette ville. Merci Christian. Est-ce que je pourrais partager ma présentation, s'il vous plaît? Je n'ai pas le droit Oui. au moment. Ah. Ah, voilà. Une seconde, s'il vous plaît. Je te vois, mais on ne voit pas encore la Oui, mais je dois présentation. un petit moment. Non, c'était pas ça. Excusez-moi. Voilà. Ah, bien. Ah, voilà, c'est là. OK. Vous êtes devant la présentation, c'est génial, c'est beau. Oui, c'est très beau. Ah, je suis pas sûre Ça que c'est... change. Nos amis allemands nous apprennent des choses. Ça marche encore? Vous Ah oui. voyez la présentation? Ouais, très Super. bien. OK, je vais changer sur anglais si vous êtes d'accord. Ladies and gentlemen, let me say grüß Gott et bonjour from sunny Bavaria. The famous, legendary white and blue skies shining over Freising this afternoon. And Freising is a city that set out in 2011 to redefine and subsequently reshape its idea of a city center. Oui? Allez-y, pardon, excusez-moi. C'est bon? OK. Faut que je répète? Non, tout va bien. Okay, good. My name is Birgit Moser-Niefanger and I am the deputy mayor. I would like to thank you, Christian Béron, the mayor of our twin town, Arpajon. And Christian knows our city very well and recommended us to this event. Thank you so much.
Today I will introduce you to some key aspects of this transformation. It is now largely completed and we are very pleased with the results so far. Let me tell you some basic things about Freising. 50,000 people are calling our city their home, and many of them commute to Munich every day to work. We are an important university location with a total of almost 10,000 students. Freising is located in the Munich metropolitan region. Munich Airport, that you can see here, is only a quarter of an hour away from our city, and parts of its extensive complex belong to our urban area. Freising is connected to the Munich Tube network as well as to the regional rail transport in Bavaria. Already in the Middle Ages, our old town was a commercial and social center, surrounded by two important hills, on one of which stands the Freising Cathedral, and on the other one, the oldest brewery in the world, Weihenstephan. Preserving the historical heritage was one of our basic ideas for a design change in the city center in 2011. At the same time, we knew that it was time to prepare the city for the future and that a change was necessary. We knew that our citizens have a strong connection to their city. They love the historical wealth and the very special topography. But we also knew that something had to be done urgently. Like many cities in Germany and Europe, Freising had begun to lose its attractiveness. We had too much traffic in the city center, too many parked cars, too much chaos. Too many shops were empty, especially if they didn't have a premium location. At the same time, there were too few interesting areas for retail. We knew very quickly we would need a complete new idea, a new, perhaps even radical approach. And for us, this approach means quality of stay. We wanted to create a space in the city center where people can meet and feel comfortable. We wanted attractive restaurants, but also non-consume areas, a space where citizens and of course all guests of our city feel great. And that was a big dream, which also included opening up a creek that had previously been hidden in order to create a very special situation by the water, as you can see here. To do this, we needed a referendum that was positive for the opening of the Moosach, that's the name of the creek. So we started a process that was supposed to define the development of the city center and from which the new phase of Freising should develop. A lot of analyses were carried out and principles were also discussed. Our city center has priority in urban development. Our city center is a place for local supplies, and our city center is a place for urban living. We wanted to regulate traffic better and started talking about a pedestrian zone back then and assessing the value of additional traffic-harmed areas. By the way, this discussion is still ongoing these days. We wanted to create parking zones that are very accessible, but prohibit permanent parking in the city center. Short distances to the parking garages and parking spaces are intended to support the citizens. Of course, easily accessible parking options are extremely important for retail, which we especially focused on. A part of a special concept, we considered how we could make retail more attractive, despite the internet, despite the large change that dominate the markets. Another point that concerned
us very much was the issue of accessibility. Our city center should also be attractive and safe for people with disabilities. Politicians and administrations want to involve citizens extensively in the process. A new separate management position was created. Numerous event formats have been created to enable communication. Here you see walks through the city. A city center advisory board was founded, and locals and guests were able to find out about the current planning status in a pop-up store. A lot of print work was distributed, and our city is very active on its social media channels. You can certainly imagine that the construction work still put the population and especially business people under considerable pressure. Now we needed constant communication with everyone and also had to rethink our retail concept, refresh it, and adapt it to the rapid economic development. The result was a concept that was primarily intended to further strengthen trade in the city center. We have very positive conditions, for example, a high purchasing power and the supra-local importance of the location for a wide variety of reasons. The new guidelines reinforced our belief that a greater attractiveness of the city center and a better quality of stay strengthen retail. They encouraged us to concentrate on trading in the city center. They encouraged us that the issue of local supplies plays a significant role in our city center. They encouraged us to focus on quality. And they encouraged us that administration and politics must actively and consistently support trade. So we see that we are on the right track with our city center management. Finally, I would like to show you some before and after pictures. This is the entry of the city on the eastern side, the before situation and now. This is the main street before and now as a zone of shared space. The western side of the main city road before and now after the works and after the opening of the creek. I would like to give you another particularly interesting aspect. Through the measures to redesign the city center, we have also ensured that private investors have taken more care of their properties and created attractive new retail spaces. And here you can see an example in the eastern part of the main road. Well, at the end of the day, you can see happy Bavarians who celebrate their revitalized city center every day and who enjoy staying and consuming here, even in winter. And we are all very pleased with the development. And I am ready now for questions and answers, even in French, if you would like. Thank you so much. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense que cette ville a vraiment évolué, en tous les cas pris des décisions radicales en termes d'aménagement. C'est une ville qui a vraiment tourné la page du XXe siècle tout en restant accrochée à son histoire. Et je trouve qu'elle est très intéressante sur
sur un grand nombre de sujets, que ce soit la diversité commerciale. Alors, bien sûr, en Allemagne, le développement des grandes surfaces n'est pas aussi important qu'en France, et le commerce de proximité existe de façon forte. Et tout ce qui concerne aussi les mobilités sont des sujets qui sont particulièrement prégnants dans ce pays en Allemagne. Je te laisse Oui. lancer. Alors, on peut laisser la parole maintenant à Monsieur Misura. Il est là. Hi, do you hear me? Hello. Perfectly. Do you hear me? Yes, we can hear you. Yes. Okay. Hello, everybody. I was a little bit late, 5 minutes on the beginning, so this unusual with the subtitles was a new experience for me, and I think that this previous presentation were inspiring for me and my city. I will try to share my presentation now. C'est bon pour votre présentation? Ah, voilà, ça y est. C'est bon. I don't see my presentation now. You have to click on the upper side. Yes, yes. Then Okay. That's good. Yes, we can see it. Yes. Yes. I don't. Okay. Is it correct? I cannot see. Is it correct? Yes. Yes, it's okay. Okay, then I will start it. I'm sorry, I didn't learn French in the school. I learned Russian, German, and of course English, and I'm now learning Portuguese, but my next is French, and I will tell you something about my city of Šibenik in Croatia. Let's say some words about me. I'm working this job for 14 years. I'm head of administrative department for economic internship and development in the city of Šibenik. But vice versa, my main job is as a project manager. I do lots of projects. Mostly of these projects are funded by the European Union, and the city of Šibenik is one of the cities who invest more than anyone in Croatia, 200 million euros in past 7 years. Many infrastructure projects. That's per capita more than any other city in Croatia, and we have a great transformation. So often we are the example of how to use European fund and how to change the city. Okay. Šibenik is the old city. It is unique in many ways because it is the oldest and the only town found on Adriatic Sea by the Croats. All other towns in Croatia, you probably heard of the Dubrovnik, Split, they were founded by the Romans of the Old Greek. So Šibenik was founded in the time where not much city were founded in the 11th century and founded by the Croats. Currently, we have 43,000 people, and we as a whole nation, we are decreasing the population. That's one of our newest and the biggest problem. The city has a very large city core, 1.7 kilometers, and it's completely pedestrian zone, not by decision of the administrative unit because of the steep hills and the curved streets, so the cars can go in the city centers. We have 2 UNESCO monuments, so our tourist community always say that there are 5 towns in the world with 2 UNESCO monuments: Berlin, Paris, Beijing, New Delhi, and Šibenik, which is good
for the tourist advertise. We have 4 fortresses. Unfortunately, in the past, there was always wars around the Šibenik. We are strategic points in the middle of the Adriatic on the river Krka flowing to the sea. So lots of turbulent histories. In the city centers, we have more than 100 protected buildings by the law and more than 20 churches. So the question is how to put the modern life if you are living in the city, which is a monument. The city has a great transformation. In the 19th century, there was a coal deposit in the hinterland of the city, and also the cheap electric from hydropowers from the river Krka. So the steel and aluminium industry growth, and also during the communism was a big industrial center. So Šibenik in some times of period looked like some city from the northern England with lots of chimneys, smokes, and on the same place you can see there was a steel factory. Now it's a tourist beach. And as I was informed about this presentation, we were talking about some problems in the city centers, about what we do to revitalize our city. And there was a UBACT project. It was a soft project called Retail Link, and we were dealing with the trend which we want to stop, and that's the closing the shops in the city center. Why the city center losing retail function? And for us, it was one of the key entrepreneurship in the city center. So we do lots of in this project, learning from the other city, learning from the other towns. So we mapping our city center with the shops, with the activities. We have research, we have learning from our partners, we have large survey about why the people are going in the city, why don't go to the city, what's the problem of our retail sector, and understanding the trends. We introduced the Instagram to our retail shops owner. We are talking about online salesmen. We creating partnership between them. So lots of work, and I cannot present now the whole results of this project, but we can say that we are going in 2 main directions. One direction was the building capacity of our retail sector in the city center and going with the promotion, and the other is the transformation of our city center to be more attractive, to be more available for the people who are going to the city center, and to attract the tourists in the city center, because as a whole Croatian coast, we have lots of tourists. We have as a city more than 1 million tourist night per year. We have also 2 surroundings national park. One of them is very beautiful river Krka with the waterfalls. It is the second most visited place in Croatia, with also 1 million people visiting every summer. So we have lots of resources out of the town, and we tried to make the people go in the city center. So as I said, there are 2 main actions. One of them was doing the Instagram. Idemo do grada on creation means going to the city, because it's the phrase which people use when they're going to the city center for the suburbs or the neighboring, because they're just calling the city, not with the name of the city center like the city. So this phrase we use as a hashtag, and we do the Instagram. Currently, we have a problem with the public procurement for another 4 years, but 4 years it was working. So it was completely free for the whole retail sector in the city to have on Instagram putting their action, their products, and also on with this, we use this hashtag to inform the citizens about all the concerts, all the activities which happened in the city center, of even discounts of the parking lot and something else. We work lots of on this
this thing about soft activities. And this is also very interesting, which we have to use. It's about creating new tourist products, and one of them is dark side of the Šibenik, because Šibenik was in the Middle Age affected by the plague, by the Black Plague. So lots of people died that time, and we also created new products which going at the night to the visitors of the Šibenik to extend the tourist season and to make new products. So lots of cooperation and partnership with Tourist Guide Association to creating new routes. We have now about 10 touristic routes. About the first one which was the Black Plague. Then we have about the food of the Middle Age, of the living. So lots of others about the salt, which was very important in the Middle Age, and this partnership is going till now. Also, this is what we want to make activities about the old market in the city center. And now my PowerPoint is blocked by, I don't know why, because I cannot do now. Unfortunately, that was something like a video. We was changing about the old market, but I don't know why I have some problems with the PowerPoint presentation. That's when you put a video in the PowerPoint presentation and lots of effects, then you get nothing. Unfortunately, I can not do it because it was old market from the Middle Age in the city center, and we transformed this place in something new. It also served like a multifunctional space. In the morning, it's a market for the products of the local peasants, and it's the school for the painting in the night, and also the concert. So lots of activities on the small space. In that time, we have that was a very big clue for the mobility, parking, and transport in the city center. You can see this is one picture from the French town, and then one from the Šibenik. How it's hard to build a construction of the walk in the city, which has lots of stairs. We have a very curved street. So the mobility was one of the reasons that we tried to change our city. And as example, in the first presentation, we created in the main city square, which was used as a public space, which with only 80 cars, we created a new public space with 256 parking spaces. It was a 30 million euro investment. It also it is not only underground garage, it is also logistics center for the city center. Our public company, City Parking, is doing delivery with electric vehicles in the city center, which is very subsidized by the city budget, and also the entrepreneurships who have any kind of the stores in the city center have used it for 45 minutes to deliver the place. They use this place for the delivering of their products, and we implemented the electric chargers for electrical vehicles. Underneath, also new electric transformation station, because there was a problem with supplying electric energy in the city of Šibenik. And when we are talking about electric energy, Šibenik was the first place in whole Balkan area who used the electric energy for the public lighting, and second in the world, because Nikola Tesla was born some 200 kilometers from the Šibenik, and
and we used it with free electric. There was lots of free electric energy for the hydro plants on the river Krka, so also happy industrialization, but we are famous about having the second in the world street lights with electricity. And this project was very successful, and we were nominating this year for the best project in Croatia in architectonic sense, and and we won a prize as the best European project. So also introducing the new public buses, because we wanted to reduce the use of the cars, because study shows that Šibenik have on 1,000 people have more than 500 cars, which was the record in Croatia. And also I think only some towns in Texas or Arab countries have more cars per resident than Šibenik. So there was lots of cars in the town. We use it to have a public transport system with the city buses, and it was also heavily subsidized, and it's free for many persons, so it's just costing the monthly ticket €1 for the people elderly of the 65 years who have low incomes. For the children, it's only €5, and the highest prices of the monthly pass is €20 for the working class in all free zones of the city. So with that, it was very successful project. The another one is giving more attractivity to the city center, and this is one of the digitalization application, our fortresses, because we have 4 fortresses, the St. Michael with the summer stage, another one is Barone with augmented reality museum, and St. Ivan with the campus for the students. So lots of investments were in building, renovating cultural heritage for the purpose of attractiveness, to attract more visitors, and also for the local population to use it for the concert, or use it for educational skills. I will skip the video because it obviously can work on Teams, and we have some problems we didn't solve with all these activities. The first and the main problem, which is now in the Šibenik, is the seasonality. Šibenik is living 2 lives, one in the winter. There is no so much tourist, and the city center is pretty dead, and lots of these shops are closed during the winter, and we can do nothing because it's a private ownership, and there is no customers and there are no shops, because lots of these shops are living for the tourists and not only for the local residents. The second one is noise. With all this concert, we have the second place of the numbers of the concert and festivals in Croatia after the capital of Zagreb. So there was a noise issue between the tourists who like the noise, who like the concert, and the permanent population who is living in the city. And we have one of the biggest problems is apartmanization, which affected completely Croatia coast. So the renting of your flats to the Airbnb and the Booking.com is more lucrative than doing any business. So we have then not only converted the flats from permanent residents to apartments for the tourists, we have also very dangerous thing that some of the shops are converting to be apartments. So we are losing the space for the public service to the private apartments. Competition from the shopping centers. Šibenik is a very small and compact city, which is only 6 kilometers long. On the both sides of the
city has large shopping centers which have free parking, which is a big issue in Mediterranean town, with lots of shops offering lower prices than the city centers, having more space. And that also was one thing we didn't solve with all the efforts. Delivery. We do it pretty good with electrical meters, with the public company, but there is a still issue about the big trucks and the states who have not accessed with any kind of the cars. We have one issue which is expensive renovation, because our city is made of the stone, and that's very expensive to renovate the old house according to the rules of the Ministry of the Culture, because you cannot use modern materials. It's also a big problem who never solved it in the world, because for the renovation you cannot put the solar panels on something which is very popular in other parts of the city on the roofs in the city center, because it's UNESCO protective zone. So to have energy efficiency in these stone houses, it's really impossible to do. So we have lots of talks about that, how to help, and the city is helping with. We have every year a public call, open public call, but only for permanent residents. We are paying 50% for the renovation of these old stone houses, but maximally 30,000 euros per flat. What we didn't, and what was especially annoying for me, it's the professional associations of traders, of retailers, didn't act so as we wanted as a partners in the city centers, because this association are not only association of retailers in the city center, the association of all retailers, and the retailers who have shops in other parts of the towns and in the shopping center have good tourist seasons, and they don't have problems like retailers in the city centers. And what is also to be done is about regulation. We are a very centralized country, and lots of laws are on the national level which don't recognize the situation in the cities like Šibenik, who is by the GDP not so, I will say, underdevelopment city, but also have problems about the seasonality, about the unbalanced growth of the tourism. So there is lots of things to do, but what we did in the past, we transformation our city with lots of investments, and we growth we were the third poorest city in the beginning of the 21st century, and now we are from the 8th of the grades of the most development city, we are in the 7th. So we are pretty high to the top of the city. So lots of things is done to revitalize city centers, but lots of job to do in the future. And I would like, if you have some questions, to talk to me about the city of Šibenik. And I'm sorry, but I have really two good videos, but I didn't present it, but I sent my presentation to Clemens. Thank you very much for your presentation. It was really interesting. And as you said, you'll send me the presentation as well as the two videos, and then I'll be able to share them with everyone. It's not video, it's like just the effects of the places, but you will see. Okay. No problem. Et ça donne envie de venir en procès chez lui. Yeah, and now we really want to come and see how it is. We really want to visit now.
Okay, we are very famous now. We have a transformation from this industrial city, which was really development, especially during the communism, because the steel and the aluminium industry was in that time very needed, very popular, and now we are now at tourist destination. So we are happy in this transformation because it's a really nice city with good quality of life, but unfortunately we are affected with, I think now in the future our main problem with also is the seasonality of the tourism, and the other problem is the population. We are affected by the population because the tourism affected the price of the rentals are so high, and to own a house or a flat, so the young people are going away primarily to the Germany. And I was in the Friesling near München. This is a region with very much of the Croatian population who is living, and people are going to the Germany and Ireland mostly from our town and our region, and we have now lack of workforce. We don't have any problem in the past. We have a huge unemployment. We don't have unemployment with all these projects. We growth very high, and now we have a lack of workforce. So we are not used to deal with that kind of the problem from our history, because there was always lots of workforce, quality, cheap workforce. Now we don't have workforce, we don't have growth of population, we are declining. Merci. Classes. Thank you very much. Thank you, thank you. Peut-être Christian. Alors, Christian, tu as oublié ton micro. Excusez-moi. On voit bien dans cette présentation les enjeux de transformation et d'une transformation assez rapide quand même, et les problématiques de villes touristiques qui évoluent très vite. Donc c'était très intéressant en effet. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, mais on va peut-être. On a Passer. encore deux Oui, on a encore présentations. deux Une en intervenants. française, je pense. Alors, on va aller en amis Belgique. belges. Est-ce qu'on va en Belgique? Exactement. C'est Très bien. possible. Voilà. Vous Eh bien, m'entendez? bonjour. Bonjour, bonjour. Paul, c'est Bien. toi. Il y Alors. a toujours la présentation précédente à l'écran. Je ne sais pas si c'est logique. Mais c'est pas grave, je peux commencer avec la présentation précédente. Alors, attendez. Voilà, mais je me I'm présente. sorry, je can suis... you remove the presentation from the screen? I'm trying. Okay. I have also, that's a problem with when you want to be innovative with some new kind of the presentation. Well, if you can't, it's okay. I will go out and then you let me in the meeting. That's the quickest way. Okay, sure. Voilà. Allez-y. Voilà. On vous écoute. Voilà, mais je me présente, ce n'est pas la personne qui était attendue apparemment, donc la personne responsable de l'attractivité de notre centre-ville. Je suis adjoint au maire, comme on dit chez vous, hein, donc président du CPAS, et particulièrement en charge depuis 24 ans maintenant du développement de l'artisanat et du circuit court, puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé de partager, en tout cas l'expérience que nous avons développée, puisque nous sommes une ville d'une taille beaucoup plus petite que les précédents intervenants, hein. Nous sommes en la ville de Hanu, en plein milieu de la Belgique, donc une petite ville de 17 000 habitants en pleine région agricole, avec les problèmes que nous connaissons actuellement, hein, au niveau européen. Donc c'est un problème auquel nous sommes sensibilisés depuis de très nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle, en 2009 maintenant, nous avons lancé une initiative qui visait à faire mieux connaître
les artisans locaux, la production locale, le savoir-faire local. L'équipe de l'Echefina a été approchée par quelques artisans qui ne disposaient pas de magasins, d'espaces de vente et qui souhaitaient se faire connaître. Donc en 2009, quand on entend les initiatives qui viennent seulement de se générer, ben, on était quand même parmi les premiers à avoir réagi à ces problèmes qui nous étaient communiqués. Donc nous avons réuni une petite quinzaine de stands hein, pour un essai sur en extérieur, sur une des places de la ville qui était tout à fait centrale. Donc il y avait un peu de tout. Ce fut un essai tout à fait concluant. C'était aussi le début de l'avènement des moyens de communication modernes, hein, Facebook et compagnie. Nous les avons utilisés abondamment pour diffuser notre appel aux autres artisans éventuellement. Cet appel a été très bien entendu. La première saison complète s'est déroulée en 2010 et elle réunissait déjà entre 40 et 50 artisans venus de toute la région. Il y avait un peu toutes les formes d'artisanat, tous les premiers dimanches du mois en fait. Et dès la deuxième saison en 2011, l'engouement est devenu tel que nous avons dû déplacer le marché artisanal sur la Grand Place, carrément, et l'espace parking même adossé à cette Grand Place. Plus de 100 artisans venus cette fois de tout le pays. Il faut dire que ce n'est pas grand, hein. La Belgique non plus, on est à une demi-heure de partout puisque nous sommes centraux par rapport à cela. Le public aussi a suivi totalement cette courbe ascendante, faisant de ces marchés artisanaux un événement désormais incontournable au centre-ville. Il a fallu bien sûr corriger certaines erreurs dues à l'inexpérience, trop de produits de revente, trop de stands par catégorie artisanale, enfin bref, j'en passe. En 15 saisons désormais, nous avons mis en place des procédures qui visent à vérifier la qualité artisanale authentique de tous les participants. Donc désormais, nous sommes obligés de refuser des inscriptions chaque année, mais nous sommes vraiment devenus une activité centrale pour le centre-ville. Donc on se part d'une petite touche provençale que les visiteurs adorent hein, chaque premier dimanche du mois. Il s'agit d'articles faits main, de produits qu'on ne trouve pas dans la grande distribution. C'est un attrait pour le public local et régional, mais c'est aussi devenu une destination touristique, car on constate que le public vient désormais de tout le pays et agrémente sa visite au marché par une visite en ville. Ces commerces qui ouvrent en même temps que nous, et bien sûr l'ORECA local, profitent largement de tous ces visiteurs. Comme la ville dispose d'un vaste hall couvert, de à peu près 3000 m², nous avons créé en 2012, toujours sur la base de ces mêmes disciplines artisanales, un marché Noël qui n'existait pas en ville, réservé exclusivement aux artisans authentiques, les mêmes, aux produits de bouche authentiques de petits producteurs locaux. Ce fut d'emblée un immense succès. Ce marché a grandi année après année pour atteindre désormais la barre des 225 stands et des 20 000 visiteurs dans une petite ville de 17 000 habitants. C'est quand même pas trop mal. Il s'agit désormais du plus grand marché de Noël en intérieur de Belgique, avec 144 stands réservés aux créations artisanales dans la salle, 61 stands réservés aux produits de bouche sous 2 chapiteaux et 20 food trucks en extérieur. Comme nous n'étions pas encore rassasiés, en 2013, les artisans de bouche qui participent à tous ces événements précédents nous ont demandé d'organiser une manifestation en intérieur qui regroupe exclusivement tous les producteurs et transformateurs de produits de bouche locaux, régionaux, voire maintenant nationaux. C'est ainsi qu'est né un village des saveurs en octobre 2012, 105 stands réservés aux producteurs et transformateurs de produits de bouche issus de tout le pays et même de l'étranger désormais, dans la même salle que le marché de Noël. Et enfin, la dernière initiative en date, c'est une petite tradition locale, je vais dire, c'est-à-dire nous avons un carnaval en été qui se passe le jour de la fête nationale. Il est un peu plus festif, mais nous avons tenu aussi à y faire participer donc massivement tout cet artisanat authentique, tous ces produits de bouche authentiques. Et ce fut également une vraiment grande réussite à ce niveau-là. Nous avons aussi en parallèle
puisque comme je l'ai dit en commençant, je suis président de CPS, donc ce n'est pas, je ne sais pas si c'est un grade de mandat qui est très connu en Europe, mais en fait, c'est un adjoint au maire en charge des affaires sociales. Voilà, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et nous avons une entreprise de travail adapté. Donc, c'est une entreprise autonome qui dépend de la ville et et du CPS en tout cas, et qui donc développe, met au travail une trentaine de personnes porteuses de handicap. Et à cette occasion, comme le CPAS dispose à la fois d'une maison de repos, d'une crèche et aussi de cuisine adaptée, pour pouvoir faire développer une cuisine de qualité à destination des collectivités locales, eh bien, cette entreprise de travail adapté s'est lancée dans le maraîchage biologique. Enfin, pas tout à fait biologique, c'est de la culture raisonnée, comme on appelle. Et effectivement, maintenant, nous avons à peu près 2 hectares de culture raisonnée qui alimentent les collectivités locales, donc le home pour personnes âgées, les 2 crèches de la ville et tout l'enseignement local, municipal. Et enfin, dans une dernière initiative qui a été prise l'année dernière au centre-ville pour y intégrer justement le concept artisanal, comme j'ai déjà entendu en parler au début des interventions, nous avons effectivement un problème comme partout, hein, d'une certaine forme de désaffection, de cellules vides au centre-ville. Nous avons aussi lancé une rénovation entière de la ville qui va commencer l'année prochaine. Je ne vais pas dire que c'est un peu similaire à ce que j'ai vu dans la banlieue de Munich, mais c'est inspiré de la même logique, en tout cas de verdurisation et de piétonisation. Et nous avons lancé des pop-up stores, comme on appelle ça, comme le premier intervenant le disait. Donc, ce sont des magasins éphémères qui sont spécialisés dans l'artisanat, dans des concepts originaux. Et comme c'était une première en 2023, nous avons constaté que ça a eu un très, très, très grand succès. Donc c'est probablement une des pistes que nous poursuivrons dans les prochaines années. Voilà, on m'a demandé une intervention brève. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Bien, vous avez Et, très bien réussi. Ah ben, remerciements pour cette présentation. Et puis, on voit très bien là aussi la diversité des activités, qu'elles soient purement commerciales ou artisanales, et leur complémentarité. Et sur des villes moyennes, hein, ou des villes de celles de 17 000 habitants, eh bien, on voit que c'est une expérience très intéressante et qui attire un public important. Parfait. juste, Bien. Christian, Oui, par rapport à la présentation que vous nous avez faite, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément d'animations pour animer le cœur de ville. Est-ce que ça permet la création de nouveaux commerces ou de commerces plus spécialisés? Il est un fait que, pas à grande échelle, mais il s'est avéré que l'initiative qui avait été prise, allez, je vais dire sur une forme de demande, de personnes qui ne disposaient pas d'un espace de vente ou qui n'étaient pas localisées en centre-ville, mais plutôt en périphérie, ils ont effectivement ouvert des commerces en centre-ville. Pas nombreux, mais certains et déjà, avec l'expérience de fin d'année dernière, dans les 4 pop-up stores que nous avons, déployés, une vient de s'installer. Donc c'est une des possibilités qui est, parce que comme le premier intervenant l'a dit, le gros problème dans des petites villes comme nous également, c'est la hauteur des locations. mmh, Des tarifs des locations. On essaye bien de sensibiliser les propriétaires, mais bon, forcément, c'est le privé. Donc, quand la municipalité ou la ville, comme on l'appelle plutôt chez nous, a la possibilité d'offrir en location des locaux municipaux, ben, nous le faisons de cette manière-là. Et de cette manière, les personnes voient si leur concept fonctionne.
et par après, Mm. ils s'installent. Donc c'est une des actions qu'on a entreprises et que j'espère qu'il va continuer à fonctionner. Très bien, très bien, très bien. Du reste, nous avons une fiche technique pour les membres du réseau sur ces commerces éphémères. Ouais. OK. Peut-être Christian, notre Bien, nous dernier allons intervenant. partir en Hongrie. Est-ce que notre intervenant est là? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et Bonjour. tous. Bonjour. Si c'est possible, je vais aussi partager mon écran et je vais changer en anglais, si ça ne vous dérange pas. C'est juste il faut que j'ai le droit de partager l'écran. Et voilà, merci. Désolé, je cherche. OK, j'ai trouvé. Parfait. OK, so can you see my window? Yes, we can see it. Okay, great, thanks. So my name is Levente Poljak and I'm speaking from Budapest. I'm part of an organization called Eutropian and Cooperative City and Cake that are based in Rome, in Vienna and Budapest. And I'm not part of a municipality, but in the last 10 years, as I will show you, I've been working with many, many different municipalities. And in this coming 10 minutes, I would focus on our work fighting vacancy, commercial vacancy, in central neighborhoods of Budapest. This is a work that we have been doing practically for a bit over than a decade. And those who don't know, Budapest is a capital city, of course. It's 1.7 million, so it's one of the major metropolises of Europe. And in different cycles, we have experienced a lot of problems with local commerce, ranging from all the problems that were already mentioned, the restructuring of commerce, transformation of consumption, but also the different kinds of economic crises that we went through, starting with the 2008 economic crisis and lately also with COVID and all the things in between. What was quite important that we always, with the Hungarian Contemporary Architecture Center, that is called CAKE, and Eutropian, which is my organization established a bit later, we were always acting as NGOs or non-profit organizations that addressed the municipality with solutions. So we spent practically over a decade trying to convince municipalities that they have to act about commercial vacancy and also monofunctionalization of local commerce. And in different moments in history, we had some success in actually engaging them in meaningful programs. But we faced a lot of problems in this whole process. For example, we had a lot of problem with data. We had very bad quality data about publicly owned properties, especially privately owned properties. So at some point in 2012, we called in action the power of the community. So we started crowdsourcing a lot of information about properties. This is just one page of a community map that we established a bit more than 10 years ago with an open source platform. So it was a very low budget intervention where we actually collected a lot of knowledge about vacant properties from across the city, hundreds of properties indicated, and also with many ideas of what could be done there. And also we saw the emergence of very interesting and very helpful discussions. So users started to dialogue about why this place is empty, since when. People provided floor plans and all kinds of things, and they actually came up with many solutions. A few years later, we managed to find a bit better quality data. Sometimes, often, we had to go practically to the court to find data because the municipalities didn't want to share this data. I'm not saying this to threaten our colleagues from municipalities, but this is the only way to get proper data about vacancy. And this is a map we did in one of the most central districts of Budapest, 6th district, that with the help of a hackathon, we managed to visualize
some of the vacant properties. We talked about millions of square meters, and also we talked about hundreds of millions of euros spent just on common expenses for properties that were part of bigger buildings on the side of municipalities. So we, on the level of Budapest, we talk about billions of euros per year thrown out because of vacancy. In this program between 2012 and 16 that we managed a project called Lakatlan Vacant Budapest, we had a very strong focus on opening some spaces for citizen initiatives and let's say innovative, progressive businesses. So this is, for example, a cargo bike, the opening event in 2014 of a cargo bike venue that we thought, and it worked actually for 5 years like that. We thought this could be actually a very powerful contribution to the neighborhood, because a cargo bike organization can also help the other commerces. And we'll come back to this, the whole question of synergies in the neighborhood. So we wanted to bring new businesses and neighborhoods that can actually also create act as catalysts, also help other businesses. So for example, they teamed up with a small catering company just across the street, and they started delivering together as well. We also looked into very specific, very niche functions. So some buildings we filled with social activities, which we knew that would have a very big market. So, for example, 10 years ago, the Social Circus initiative found a place within this program. And now you can't get in. There's a waiting list. It's crowded. It's one of the biggest success in non-profit bottom-up provided social services in the city. We also invented a model to support a bit temporary use, as we heard from previous presentations. So we launched 10 years ago this Festival of Open Shops, Nyitva Festival, which is an attempt also to engage private owners. In the picture you see a happy private owner who sees her property finally used for a bit. And the whole point of this festival was to open these shops that were empty for a long time for 1 month, allowing, on the one hand, to create a dialogue between the owner and the users about maybe lowering the price, maybe for the owner to get to know something very interesting, find out ways to support the initiative, but also for the initiatives, the new businesses, to test what it means to be in a shop 8 hours a day, 7 hours, 5 days a week. So what kind of human resources do they need, and financial resources? Are they ready for this? Sometimes they said that, no, actually, we're not ready for this, but this was important. But our experience was that about 30% of the temporary users that we had in these places for a month, they went on and created a long-term contract. And this is a festival we ran for 3 years, and then we had a big pause, and we restarted a few years ago. A big component of all this process was also to educate a bit, also owners, also municipalities, with exhibitions, with books, with a lot of events. And in the last years, we could actually relaunch some of these activities, because new municipalities, especially in the wake of COVID, which obviously had a very, very heavy impact on local commerce, they came back to us with this interest of running the Festival of Open Shops. So in this case, already starting from 2021 in Erzsébetváros, which is another very central neighborhood, very touristified neighborhood, and becoming very monofunctional for nightlife tourism. So with a lot of problems, a lot of conflicts. We actually started to do a very detailed research on what are the actual services we have in the neighborhoods, and also what are the service gaps, and what are the needs that different user groups would need in the district. So, for example, we looked into different areas of the districts. We looked into different age groups. For example, what do they need? Obviously, people 60 plus, they have very different needs than under 29. But this allowed us also to run this festival when we were looking for new businesses, new initiatives to take over these empty spaces, mostly
public, but sometimes also private, to actually be able to address existing needs that we know that they are there. So this is something that we started doing a few years ago, very much data-based and research-based recreation of this festival. And just for the last topic, and maybe I'll be faster than planned, but maybe that's not too bad because we might have a little chat in the end. We also started to work a lot on methodologies of how to create synergies in a way that it would allow local commerce, new initiatives in ground floor spaces also to work better with others, other initiatives, because we thought, as I mentioned in the case of cargo bikes, that many new businesses could have the potential to actually act as a catalyst also to help other businesses to be more competitive. So the whole idea was to create a bit of synergies and connections. We developed a number of methodologies for this. Also, we had the chance to work in an Urbert network that was focusing on civic ecosystems, NGOs, but we turned this around a little bit and we worked on methodologies that would allow us to include local commerce as well as NGOs, as well as the cultural scene. So all kinds of stakeholders that could constitute together the kind of local civic ecosystem that we had in mind. And we had the chance of testing some of these ideas in an Urban Innovative Actions project, Cup for Creativity, in another central district of Budapest that is called Újbuda, where we, on the one hand, we did a very thorough, as you see on the map, very thorough mapping of all cultural and technology related initiatives, because here the idea was to integrate somehow two scenes that have very little connection, and out of which mostly culture in this neighborhood is actually using the ground floor and is living the ground floor commercial spaces, while technology is hiding in first floor, second floor offices. And then also we try to invent ways of how to create value flows, value chains that could involve, on the one hand, cultural initiatives, on the other hand, technology initiatives, but also local commerce. So how can local commercial initiatives, businesses work better with the local artists, work better with the local creative organizations? How can we create collaborations that would help, that would give an added value to all of them? How can we share resources? How can we share, for example, skills? How can we share spaces, equipment? So how to minimize the entry threshold for new businesses to come in the neighborhood. And just to close, the last thing we're doing now is based on all this experiences in another quite central district of Józsefváros, which is it's probably the most multicultural, diverse district of Budapest, with also quite significant poverty, also big income differences, and also with one of the last stocks of kind of very old school commercial tissue. So we have probably the biggest amounts of repair shops here, and also a lot of ethnic shops here. So we are in the framework of a Driving Urban Transitions project called Inclusive City. We're looking into a whole urban regeneration process of this street and its neighborhood without gentrification. So we are trying to identify what are the local shops that are in risk of displacement when, for example, we improve the public space. Of course, some of the shops that are more vulnerable, they might not be able to follow with maybe changing rents. So we're trying to identify all the vulnerable shops. We're looking into many of these shops also have very old shopkeepers. So we're trying to understand if there's a way to support them to create continuity. If there's a way, for example, to connect some of these repair shops with new concepts like a repair cafe, which is very trendy, booked for the next months, but has no connection with the older style of repair cafe. So a little bit to understand
what are the ways that we could help some of these shops? So we have two major focus areas, or three maybe. One is the ethnic presence, how to create urban regeneration without displacing some of the ethnic residents and also the ethnic social hubs. How to strengthen some of these repair shops that I mentioned. So how to give the neighborhood a stronger kind of recycling and repair capacity. And the third topic is in general understanding what are the local commercial units which also have a very strong social value. So what are the places which gather, for example, local residents? They might be sometimes, second-hand bookshops, sometimes actually cyber cafes, so internet cafes, which is very strange to have in 2024. But to understand without prejudice what are the places of sociability, so that we understand how to support them, how to protect them from negative impacts of urban regeneration. And I'll be happy to answer all questions, or also you can reach me by this email in English or in French as well. That's all. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation qui illustre bien les transformations qu'évoquait David Lestou au début de cette réunion. Une transformation qui va d'un centre-ville, je dirais, à un centre de vie. Et on voit bien tous les enjeux qu'il peut y avoir dans cette transformation et comment on peut les mener, non sans mal, parce que ce n'est pas toujours évident de les déclencher, ces transformations. Moi, je trouve très intéressant de voir comment le commerce a évolué à Budapest et comment aujourd'hui vous avez trouvé des solutions grâce au festival, où vous avez des commerces un peu éphémères, grâce à des actions menées qui sont des belles actions, du moins. Voilà, on sent qu'il y a une véritable volonté que le centre-ville vive, notamment avec le commerce et les artisans qui sont présents. Très bien. Si je peux me permettre, il y a une question dans la conversation qui vous demande comment obtenez-vous les données sur la vacance commerciale? Moi, je peux commencer parce que j'en ai parlé beaucoup. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver les données. Donc, maintenant, je pense qu'on a, avec des municipalités qui sont évoluées, qui ont maintenant des outils plus technologiques, on a pas mal de données par rapport à eux. Et on a toujours trouvé très intéressant le côté communautaire, donc crowdsourcer les informations, les données, parce que ça donne une autre couche. Il y a quelques années, j'ai parlé avec Apur à Paris, qui m'ont raconté qu'ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des données parce qu'ils ont cherché à croiser beaucoup de bases de données avec beaucoup de couches, et ça sortait jamais avec un clair base de données sur les vacances. Donc, je pense qu'on peut combiner des méthodes différentes pour un arrondissement, genre à Budapest, ou un arrondissement de 40 000 résidents. C'est pas tellement compliqué que pour une grande ville de 2 millions. Donc, évidemment, il y a des différences, mais on essaye de un peu aider les municipalités à observer, à suivre, à ajourner toutes ces bases de données, parce que notre problème, c'est que les bases de données sont souvent assez vieilles, donc ils ne correspondent pas vraiment à la condition contemporaine. Mais avec observation, avec une digitalisation peut-être des données, ça peut être aujourd'hui, je pense, assez facile. Oui. On rencontre ces difficultés en France aussi, et même sur des beaucoup plus petites unités, de plus petites villes.
Mais c'est la difficulté de croiser un certain nombre d'informations et de multiples organismes qui disposent d'informations. Et bon, en croisant, on réussit quelquefois à se rapprocher de la réalité des choses. Mais c'est vrai que nous, on a le problème en France d'avoir des données qui ont 4 ans de retard pratiquement, parce Ouais. que c'est sur les comptes, les fermetures et tout, mais donc les informations arrivent tard. Voilà. Oui. Oui. Très bien. Et bien, moi, j'ai trouvé ce premier observatoire très intéressant. Euh, alors, on a regardé un petit peu de haut ce qui se fait également. Bien entendu, ça va se perfectionner. Je t'ai remercié, David Lestou, tout à l'heure, qui nous a fait une présentation un peu en Europe, comment ça se passe. À tous nos amis qui sont intervenus après. C'est vrai que ces exemples étaient intéressants et le dernier exemple était également très intéressant. Merci à nos amis de Budapest d'être intervenus. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Peut-être le dernier mot à Monsieur le maire et notre président de l'Observatoire européen. Oui, merci, merci à tous les participants. On a été jusqu'à plus de 70 participants à cette réunion, ce qui était bien. C'est la première réunion de cet observatoire européen sur les 6 thématiques que nous allons développer. Et eh bien, nous aurons d'autres rencontres et nous affinons les sujets, en particulier sur cet observatoire de la diversité commerciale et artisanale. Je crois qu'il est particulièrement intéressant de pouvoir croiser des informations et surtout, on le voit au niveau de l'observatoire français, mais là, on l'a vu dans ces présentations, des villes de catégories très, très différentes avec des enjeux là aussi très, très différents et des solutions qui, somme toute, se rejoignent malgré tout. Lorsqu'il s'agit d'animer une ville, lorsqu'il s'agit d'assurer une diversité de commerce, lorsqu'il s'agit de coller au mieux aux évolutions sociétales dont parlait David Lestou, on voit bien que nous avons des préoccupations communes et qu'il faut les partager pour avancer ensemble. Donc merci à l'ensemble des participants et merci à Pierre de co-animer et Clarisse de co-animer ces réunions. Alors, le prochain observatoire européen aura lieu, c'est l'Observatoire européen de la gestion de centre-ville et de ses outils, qui aura lieu le mercredi 3 avril à 15 h. Voilà. Donc, on vous attend également nombreux, hein. Je vous ai dit en début de réunion, on est 600 personnes qui se sont inscrites à plusieurs ateliers, donc à plusieurs sur des thématiques différentes. Donc voilà. Et donc, je pense que les outils, c'est coprésidé par Jean-Luc Callongé, qui est la MCV belge, donc les managers belges. Voilà, et par la métropole du Grand Paris, le maire, ancien ministre, Monsieur Patrick Ollier, qui vraiment, c'est hyper intéressant parce que là, c'est vraiment tous les outils qu'on peut mettre en place. Voilà. Et bien, Merci. à la semaine prochaine pour ceux qui seront à cet observatoire. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.